Bonjour, je suis Julie Hertin et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Découvre, ose et deviens. Le podcast qui éveille ta curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers. Alors si on partait à leur rencontre ? Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec un petit bonus 5 étoiles sur Apple Podcast et en le partageant à votre entourage. Je vous souhaite une très très bonne écoute. Isabelle, je suis ravie de t'accueillir pour ce hors-série dont la vocation est de pouvoir apporter des conseils et de la matière à tous ceux qui sont en pleine phase de réflexion, d'orientation et de reconversion. Alors il y a des ados, des jeunes adultes ou moins jeunes adultes d'ailleurs, et aussi à tous ceux qui les accompagnent. Et je pense notamment aux parents d'adolescents. Et on sait à quel point c'est pas forcément évident de savoir bien les guider au mieux. Alors l'idée est bien sûr d'interviewer en fait différents experts qui interviennent à des moments différents, qui apportent aussi des conseils, je dirais, complémentaires à toutes ces personnes. Alors Isabelle, si je t'ai invitée, c'est parce que tu as plusieurs casquettes. Tu as fondé le cabinet Colibri, dont l'objectif est de recruter des dirigeants, mais surtout aussi, tu as fondé un podcast, un observatoire sur les métiers du futur, et bien sûr, tu as écrit plusieurs livres sur le sujet. Donc, je te propose, Isabelle, si ça te convient, d'abord de commencer par rentrer dans le vif du sujet, mais surtout en commençant d'abord par te présenter. Bonjour Julie, merci beaucoup pour cette belle intro et pour cette invitation à ton micro. Je suis ravie d'être là. Alors, pour me présenter, donc je m'appelle Isabelle Rouen, je suis mariée, j'ai 2 enfants, je suis chef d'entreprise et j'ai 18 ans avec 27 ans d'expérience. Ok, on fera les calculs. Non, mais si, on peut faire. Je suis sûre. Je suis pas une grande matheuse, mais ça, j'ai revérifié. C'est bien l'âge que j'ai. Et en fait, j'ai eu plusieurs vies professionnelles. J'ai eu une vie professionnelle de 20 ans dans le monde du salariat, essentiellement dans le monde des médias et de la communication. J'ai travaillé une 12aine d'années chez Havas Media. J'ai travaillé dans un groupe de presse. Mon dernier job salarié était chez Facebook, où j'ai travaillé pendant 3 ans pour construire des relations à long terme entre Facebook et les grandes entreprises françaises. Et il y a 4 ans, j'ai fait un virage entrepreneurial en fondant Colibri Talent, cabinet de dirigeants, enfin de chasse de tête de dirigeants et d'outplacement spécialisé sur les métiers de la tech et de la data. Puis je me suis passionnée sur les métiers du futur et du coup ça m'a conduit effectivement à empiler plein de casquettes, celle de présidente de l'Observatoire des métiers du futur, celle de podcasteuse, celle d'auteur, celle de conférencière et c'est très chouette. Alors, qu'est-ce qui, dans ton parcours, en fait, t'a amené à faire ce métier-là ? Alors, je parle notamment de recruteuse, de chasseuse de tête, de dirigeant, que tu exerces aujourd'hui. Alors, 2 choses. La première, c'est que j'ai fait un bilan de compétences en 2005, au moment de ma première grossesse. Et à ce moment-là, j'ai identifié que clairement, ce qui m'intéressait, c'était les gens et la matière humaine dans l'entreprise, que donc j'avais envie de m'orienter sur un sujet RH. J'avais très envie d'être entrepreneur et solo-entrepreneuse. Je viens d'une famille d'entrepreneurs sur 4 générations. Mon arrière-grand-mère avait un business, ma grand-mère avait un business, et sur ma génération de cousins, j'étais, je pense, la seule salariée. Donc j'avais cette envie-là, et le bilan de compétences, grosso modo, a abouti à 2 métiers possibles, celui de coach et celui de chasseur de tête. Et puis la personne qui m'accompagnait dans ce bilan de compétences me fait quand même remarquer que je suis très très enceinte. Il me pose, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour lancer votre entreprise ? Surtout si vous en voulez un deuxième. Et c'est vrai que moi, je ne l'ai pas senti. Je suis très admirative des femmes qui lancent des choses en étant maman d'enfants en bas âge. Moi, j'ai fait le choix du salariat, donc j'ai eu l'entrepreneuriat tardif. J'ai changé de vie à 41 ans. Mais donc, c'est ça qui m'a amenée. Et après, la deuxième chose, c'est l'expérience chez Facebook. Je suis arrivée chez Facebook en 2014 et entre 2014 et 2017, j'ai vu les effectifs faire x4 et le chiffre d'affaires faire x20. Et ça m'a permis de comprendre qu'il n'y avait plus rien de permanent, sauf le changement. Et du coup, vraiment, mon objectif aujourd'hui sur toutes les initiatives que je prends, c'est d'accompagner les femmes et les hommes vers leur futur métier, vers ces changements-là, pour que ces changements-là soient le plus positif possible dans la société, amènent de la valeur ajoutée, amènent du bien-être aux gens. Donc c'est vraiment ça le mantra. Alors, si on fait un gros flashback sur tes 18 premières années, donc, quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées dans ton parcours, dans ton propre parcours d'orientation ? Je suis une littéraire très mal orientée. Je suis une littéraire qu'on a forcée à faire des maths parce que c'était, entre guillemets, la voie royale. Je pense que j'avais du potentiel et que je me débrouillais pas trop mal à l'école. Et donc, du coup, parce qu'il fallait faire à l'époque ce qui s'appelait un bac C, on m'a poussée à faire des maths et j'aimais pas ça.
j'étais pas bonne. Et puis on m'a poussée à faire des sciences derrière. On m'a même demandé de faire de la physique. Je pense que la physique s'emporte bien que j'ai arrêté à la fin de la terminale. Donc ouais, ça a été une vraie difficulté. C'était pas méchant de la part de mes parents, ça manquait pas d'écoute. Je pense que ça manquait sûrement de discernement, mais en tout cas c'était l'envie elle aura plus de possibilités si elle fait un bac C. Tu dois faire un bac C, t'es première de ta classe, tu peux faire ça. Ah bah j'ai ramé. Ouais, je crois qu'on fait partie de cette génération. Le bac C était la voie générale, la voie royale, quoi, par excellence. Alors quel est le meilleur conseil d'orientation que tu aies reçu et que tu souhaiterais aujourd'hui à ton tour transmettre? Capitaliser sur vos forces plutôt que d'essayer de compenser vos faiblesses. Et c'est vraiment ça qu'aujourd'hui j'essaie de transmettre à tous les candidats que je rencontre, à tous les jeunes que je rencontre. C'est parce que pendant des années, moi, je me suis battue pour essayer d'avoir péniblement ce niveau en mathématiques. Quand j'ai fait une prépa HEC derrière pour faire une école de commerce, ça a été une boucherie toute l'année de la prépa parce que j'étais dans les tréfonds du niveau en mathématiques et du coup j'ai passé mon temps à essayer d'avoir vaguement une note correcte en mathématiques. Quand il a fallu réviser pour les concours aux vacances de Pâques, j'ai révisé aucune matière à part les maths. J'ai bouffé 10 ans d'annales de maths en me disant avec un peu de bol je tomberai sur un truc qui ressemble. De toute façon à défaut d'être bonne, quelque part on va apprendre par cœur. Donc j'ai bachoté. Ça m'a peut-être sauvée, mais je suis passée à la barre. Mais du coup, effectivement, le vrai bon conseil, aujourd'hui, je publie, j'écris des livres, j'écris des articles, je suis heureuse au micro du podcast et entre guillemets, je peux donner ma force de littéraire sur ce que je suis et je conseille à tout le monde de faire ça parce que c'est pas la peine de souffrir et de se faire du mal, essayer de compenser un truc où on n'est pas bon. Il faut juste essayer on a tous des points de force. Donc, s'appuyer à mort sur ces points de force et puis les points de faiblesse, tant pis, passer à autre chose. Oui, on est tous différents, c'est la diversité qui fait la richesse. Et alors, le pire conseil contre lequel tu penses essentiel vraiment de te battre? Je pense que c'est les croyances limitantes. C'est vraiment les plafonds de verre que les autres peuvent nous mettre. Je reparle encore de la prépa parce que ça m'a marqué. J'attendais le bulletin du premier trimestre et je m'attendais à une appréciation du genre brave mais con, quoi. Elle fait des efforts mais elle va pas y arriver, la dame. Et je me rappellerai toute ma vie de l'appréciation. C'était beaucoup d'efforts vous attendent. Point de suspension. Donc moi, je l'ai pris comme con tout court. Je l'ai très mal vécu. Du coup, je me suis dit que j'arrêtais. Je me suis dit que je repiquerais pas. Je suis passée l'année avant la réforme. Donc, à l'époque, on pouvait préparer les concours d'école de commerce en 1 an. J'étais très jeune, j'avais 17 ans, j'ai eu mon bac à 16 ans, donc j'étais très jeune, j'avais des transports de malades. J'avais pas de piole en internat parce qu'il y avait très peu de piole pour les jeunes femmes. Mes parents voulaient pas que j'aie un studio en disant t'as 17 ans, t'es trop jeune. Donc je me tapais des trajets qui étaient très compliqués. Je me suis dit ok, je finis l'année, je présente les 3 parisiennes, Lyon, l'EDEC. J'aurai probablement rien et l'année prochaine, je vais aller faire du droit à Assas ou un DOG à Dauphine et puis je retenterai en voie parallèle dans 1 an ou 2. Pas se casser la tête. Je fais ce que je t'ai dit, donc à savoir, je bachote les maths pendant les 15 jours de révision, je passe les écrits, je finis sur les rotules, je m'inscris à Dauphine, je m'inscris à Assas et je glandouille plutôt que de préparer les oraux en me disant de toute façon, on s'en fout, j'aurai rien. Puis un jour, quelqu'un vient me voir dans la piole d'internat où je glandouillais, d'un copain qui lui était en spé et qui lui bossait. Et il me dit, tu devrais quand même te préparer, tu es admissible à l'EDEC, tu passes l'oral dans 2 jours. C'est incroyable. Elle est con, ta vanne. Non, il y a ton nom affiché en bas, tu devrais quand même te préparer, tu es admissible à l'EDEC, tu passes l'oral dans 2 jours. Je descends, il y avait mon nom affiché. Et là, je me dis, ok, je passe l'oral à Nice, il faut trouver un billet d'avion, il faut acheter un tailleur, j'ai rien préparé. Voilà. Et j'y suis allée sans connaître mon rang d'admissibilité, je l'ai su bien plus tard. J'étais admissible de 1 point sur 600. La barre était à 297. J'avais 298. Sauf que l'entretien, il était coef 36. Et j'ai eu 19 sur 20. Du coup, j'ai remonté 3000 places. Incroyable. Et je l'ai eu. Je ne serais pas déplacée sinon. Enfin, je sais. Et c'est vrai que c'est une histoire que je raconte beaucoup parce que j'ai la chance, je prépare bénévolement du coup des jeunes aux oraux d'école de commerce depuis des années. Des enfants de gens qui n'ont pas les moyens ou pas les connaissances. Des enfants de médecins, des enfants de gens qui n'ont pas l'habitude. Maintenant, je prépare les enfants de copains. C'est un peu plus rude parce qu'on se voit vieillir, quoi. Mais je raconte du coup cette histoire-là en disant rien n'est perdu. Je crois que c'est Clémenceau qui disait ça. Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. J'ai pas lâché. Franchement, ça partait pas bien. Et cette école m'a ouvert des portes. J'ai fini major promo. Parce qu'à un moment, quand même, ils arrêtaient la finance et la compta. Il
Et j'ai pu capitaliser sur mes forces et la dernière année faire juste du marketing, du droit. Et je pense que la finance et la comptabilité s'en portent beaucoup mieux. Donc voilà, lâchez pas. Vraiment le meilleur conseil. Battez-vous contre les croyances limitantes, ne lâchez pas, parce que tout peut arriver. C'est très intéressant ce que tu dis, ça fait beaucoup écho à mon histoire, parce que moi en prépa, les profs avaient gentiment, je dis gentiment, ça avec des guillemets, m'avaient conseillé de dire à mes parents de ne pas m'inscrire aux grandes écoles, que c'était gaspiller l'argent de mes parents à quelques mois des concours. Et j'ai eu l'EDEC, j'étais même admissible à l'ESCP en l'occurrence. J'étais tellement pas préparée à l'ESCP que je suis allée passer les oraux de l'ESCP en étant tellement persuadée que j'allais me planter, que je n'étais pas à ma place. Donc ça, c'est, tu vois, comme quoi aussi tes propres croyances peuvent être elles-mêmes limitantes. Et je me suis plantée même en maths, alors que vraiment les maths, c'était mon point de force. Et j'ai posé les hypothèses. L'hypothèse de base était mauvaise. Ça ne m'était jamais arrivé, mais parce que j'étais partie du principe que j'allais me planter, que je n'étais pas à ma place. Et tu vois, mais comme du quoi... tu as fait l'EDEC, on a fait la même école, ouais. Je me rappelais plus, tu vois. Et en fait, je pense que c'est une chance que rien n'arrive par hasard. L'EDEC, c'est quand même une école très particulière. C'est une école qui a été fondée par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs. Et du coup, je pense que ça te correspond bien aujourd'hui, en fait, avec pareil, tous les projets que tu mènes de front. Donc, je pense que tu as choisi la bonne école et que c'est la bonne école qui t'a choisi aussi. Exactement. Au final, tout se finit bien, mais ça me fait beaucoup écho, hein, du coup, tout ce que tu me racontes. Alors, est-ce que tu as un modèle qui t'inspire dans l'exercice de ton métier ou alors, à l'inverse, qui t'a guidé dans tes choix d'orientation ? Alors, c'est pas forcément un modèle, mais j'ai une amie qui est coach et qui m'a aidée à lâcher la rampe du salariat. Moi, j'étais tétanisée. J'étais convaincue que c'était un crime vis-à-vis de ma famille de me lancer comme entrepreneur, parce que c'est quand même un peu plus risqué que d'avoir un salaire qui tombe tous les mois. J'avais un job qui était plutôt assez bien payé chez Facebook, on va pas se mentir. Et donc, j'avais peur. J'avais très, très peur. Et j'en étais malade de peur. Et du coup, je me dis, je vais pas me lancer. Alors que j'avais ce projet qui tournait dans un coin de ma tête depuis 12 ans. Et elle m'a dit, OK, t'as peur de quoi ? T'as peur de quoi ? Qu'est-ce qui te gêne ? Elle m'a dit, je lui ai dit, voilà, moi, j'ai peur d'hypothéquer ma maison, j'ai peur de perdre ma maison, j'ai peur d'hypothéquer l'avenir et les études de mes enfants. Elle m'a dit, t'as regardé un peu comment était ton modèle financier ? T'as regardé à partir de quand il fallait que tu te payes combien pour pouvoir finir de rembourser ta maison ? Ah, ta maison finit d'être remboursée avant la fin du Pôle emploi ? Il est où ton problème ? et les études de tes enfants, vous avez mis assez d'argent de côté pour qu'elles soient payées ? Il est où ton problème ? Et en fait, j'ai découvert que j'avais pas de problème et que pour tout le reste, bah ouais, on pouvait manger des pâtes, on pouvait renégocier des choses, on pouvait renégocier des crédits, on pouvait arrêter de voyager, on pouvait se passer de plein de choses. Que les deux choses que je voulais pas mettre en risque, c'était notre domicile, pardon. Parce qu'on est deux quand même dans l'histoire, et heureusement que mon mari est dans le salariat, parce que si elle m'a rappelé, tu sais que vous êtes deux, hein, donc que ton mari est salarié, donc respire. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte que c'était pas un crime pour ma famille de faire ça. Mon mari m'a beaucoup soutenue, beaucoup supportée, au tous les sens du terme. Et voilà. Mais du coup, ouais, le modèle qui m'inspire, en tout cas le soutien qui a été important, ça a été celui-là, de passer cette croyance limitante aussi de j'ai pas le droit parce que je peux pas faire ça à ma famille depuis être salariée aussi. En fait, je peux. Tout à fait. Alors, en plus d'être recruteuse de dirigeants, tu es donc également auteure, conférencière, podcasteuse. Tu as même créé du coup un observatoire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le lien commun entre toutes ces activités ? Alors, le lien commun entre toutes ces activités, il est très facile à voir, c'est les métiers du futur. Je fais du recrutement de dirigeants, souvent sur des créations de postes, sur des métiers liés à la tech et à la data. Ça m'a inspiré un livre qui s'appelle Les métiers du futur, publié chez First en 2019, qui a plutôt bien marché, que j'ai coécrit avec Clara Schmelk. Et en fait, parce que le livre a bien marché, j'ai eu envie de tirer le fil. J'ai eu envie d'un collectif, d'où l'Observatoire des métiers du futur, qui est une association. On est 14 à l'intérieur, tous bénévoles, à parité. On s'est financé avec un début un KissKissBankBank et maintenant mes honoraires de conférencière que je reverse pour moitié à l'Observatoire quand la conf arrive par l'Observatoire. Ça permet d'avoir de l'impact, ça permet d'avoir des matheux, aux manettes. On produit des livres blancs pour impacter positivement les pouvoirs publics et les entreprises sur ces sujets de transformation du travail. Le lien avec le podcast, ça a été l'envie de rencontrer des gens
qui, pareil, portent des métiers du futur. On a un angle un petit peu différent, toi et moi. Toi, tu interviews des individus qui font un métier génial. Moi, j'interviewe plutôt des chefs d'entreprise et des dirigeants ou des leaders d'opinion qui conçoivent et créent des emplois sur des métiers géniaux. Dans les deux cas, je pense que toi comme moi, on veut inspirer et créer de l'énergie, donner de l'énergie et de la curiosité pour que les gens changent de métier s'ils le souhaitent. Mais donc le lien, c'est vraiment ça, c'est les métiers du futur. Et après, tout se nourrit. C'est-à-dire que les conférences nourrissent la vision, nourrissent le réseau, ce qui dynamise la chasse. Je ne vis pas de mes honoraires de conférencière, je ne vis pas de mes droits d'auteur. Le podcast n'est qu'un centre de coûts. Enfin voilà, c'est la partie très visible de l'iceberg, mais c'est pas la partie qui paye les fameuses factures. Après, l'un nourrit l'autre. Je pense que c'est droit dans le positionnement et du coup, le cercle est très vertueux et les temporalités sont pas les mêmes. Un bouquin, j'en sors un tous les 2 ans, c'est 1 an et demi de boulot. Un livre blanc, c'est plutôt 6 mois de boulot. Un podcast, c'est 1 semaine de boulot. Donc ça se nourrit aussi. Et puis à chaque fois, par contre, le but, c'est de rencontrer des gens. Alors, est-ce que tu peux nous définir en quelques mots ta vision du future of work et surtout, je suis très curieuse de savoir si cette vision elle est positive ou négative. Alors j'ai un petit avis, j'ai des petits indices par rapport à ta personnalité, mais bon, voilà. Elle est évidemment positive. Le futur du travail, les métiers du futur, c'est des métiers qui ne sont pas automatisables. La moitié des heures travaillées en France est automatisable potentiellement d'ici 2022. C'est colossal. Néanmoins, c'est un chiffre de McKinsey. Néanmoins, ce rapport de McKinsey, il dit aussi que 5% des emplois pourraient totalement disparaître du fait de l'automatisation, mais qu'en revanche, 60% pourraient être partiellement automatisés. Donc il y a 2 sujets. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on propose aux gens qui sont concernés par une disparition totale de leur emploi et de leur métier. Et l'autre sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait du temps que ça libère. Et je pense que, on en revient au thème de ton podcast, le temps que ça libère, on doit l'utiliser pour la reconversion. On doit l'utiliser pour monter en compétences, pour se former, parce qu'on aura entre 6 et 9 métiers dans notre vie. 6, c'est un chercheur à Harvard qui dit ça, qui s'appelle Bob Keegan. 9, c'est le World Economic Forum. Je ne sais pas où est la vérité, mais voilà, il y a un vrai défi à ce niveau-là. Et après, pourquoi je suis positive ? Parce que statistiquement, le digital et la transformation du travail créent plus d'emplois que ça n'en détruit. Eurostat dit à horizon 2025, 15 millions de créations d'emplois en Europe grâce à l'automatisation et en parallèle 6 millions de destructions. Je suis convaincue qu'il faut protéger les gens, pas les emplois, les gens. Ce qui est important, c'est toute personne peut changer de métier pour peu qu'on l'accompagne. Donc, comment on accompagne ? Comment est-ce qu'on accompagne avant qu'il y ait de la casse ? Comment est-ce qu'on aide à se reconvertir des gens sur un bassin d'emploi qui est le leur pour occuper ces métiers du futur qui parfois ne trouvent pas preneur ? Donc, ouais, je suis très positive. Après, il y a un peu de boulot pour y arriver. Exactement. Alors, justement, par rapport à l'automatisation, je t'avais entendu parler d'un exemple que je trouvais très intéressant. C'était sur l'hôpital canadien, où on voyait bien en fait toute l'opportunité que l'automatisation pouvait apporter aux gens, et de part et d'autre, c'est-à-dire du côté patient, mais aussi du côté salarié. Et je trouvais que c'était très intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Alors, cet exemple, effectivement, c'est le CHUM, le Centre hospitalier universitaire de Montréal, qui est dirigé par le professeur Fabrice Brunet, donc un professeur de médecine, qui est aussi du coup un chef d'entreprise ou un dirigeant d'hôpital. C'est un Français. Il m'a accordé une interview sur mon prochain bouquin qui sort en septembre, donc je le remercie. Je lui enverrai le podcast. Et en fait, ce que Fabrice Brunet a décidé de faire, il a décidé d'automatiser une tâche qui est celle des magasiniers. Donc concrètement, sur son hôpital, où il y a 26 étages, il a créé une autoroute des robots. Et il a automatisé une tâche pénible et pas palpitante qui est le port de plateaux repas, de linge, de médicaments. Donc en gros, c'est des robots qui font ça plutôt que des gens qui poussent des chariots. Déjà parce que c'était lourd, parce que c'était pénible, parce que c'est pas palpitant de pousser un chariot. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas, s'est pas séparé de tous les magasiniers, bien au contraire. Il a proposé à une petite partie d'entre eux de devenir en fait contrôleurs de robots ou entre guillemets d'aller s'occuper de faire de la maintenance et de la gestion de cette flotte de robots, mais ça concernait 5% des gens. Et les 95 autres %, il leur a proposé de changer de métier et de devenir logisticien. C'est-à-dire de répartir les produits qui maintenant étaient arrivés dans les étages et du coup de dégager du temps de soignants. Il n'y a pas assez de temps de soignants. On manque de gens pour s'occuper de nos enfants, de nos personnes âgées, de nos malades. Et du coup, il a rendu du temps de soignants en mettant ses magasiniers à faire de la logistique intelligente, intéressante, à se servir de leur tête et de leurs bras aussi. Et du coup, son KPI, son indicateur d'efficacité, ça n'a pas été les économies générées. Ça a été le taux de guérison des malades et la vitesse de sortie de l'hôpital. Et en fait, en rendant du temps de soignant, parce qu'il a automatisé un truc et parce qu'il a dégagé du temps,
C'est hyper vertueux. Les malades guérissaient mieux, plus vite, sortaient plus vite. Donc, c'était aussi vertueux parce que ça coûtait moins cher au global. Donc, et il dit, moi, je suis médecin. Avant d'être gestionnaire, je suis médecin. Donc, si je le fais parce que ça a un intérêt médical, ça a un intérêt pour les patients, ça a un intérêt pour les collaborateurs. Et en fait, il a pensé la transformation du travail de son hôpital, vraiment, et cette autoroute des robots, au bénéfice des patients et au bénéfice de ces magasiniers qui ne poussaient plus de chariots lourds et au bénéfice des soignants. Donc, c'est là où c'est super smart. Et où je trouve que cet exemple est à la fois très beau et très parlant de ce qu'on peut faire des métiers du futur au bénéfice de tout le monde. Exactement. Et c'est pour ça que je voulais que tu en parles, parce que j'ai trouvé qu'il était très révélateur en fait de ce que ça pouvait apporter, cette automatisation, c'est-à-dire de rendre la valeur à l'homme. Et ce qui fait notre différence par rapport à un robot, c'est notre intelligence et puis notre côté humain et relations humaines, et à quel point ça pouvait avoir des bénéfices, y compris sur la santé. Donc je trouvais ça super. Alors également, moi je trouve qu'il y a un point qui est très intéressant dont tu parles très souvent, en fait, c'est l'accélération, en fait, l'évolution du monde du travail, et tu donnes des chiffres en fait assez dingues sur l'obsolescence en fait de la compétence, et qui est passionnante en fait dans cette vision du future of work. Oui, effectivement, on est dans un monde d'obsolescence accélérée des compétences techniques. Donc je parle bien d'un savoir-faire. C'est le CDE qui le dit. Dans les années 70, un savoir-faire avait une durée de vie de 20 ans. Donc c'était super, on allait à l'école, on apprenait des savoir-faire techniques, on apprenait un métier, on se reformait éventuellement une fois à mi-parcours. La vie était simple. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, une compétence technique a une durée de vie entre 12 et 18 mois. Donc, ça file extrêmement vite. Donc, ça a deux conséquences. La première, c'est qu'il faut se former toute sa vie aux compétences techniques parce qu'elles sont volatiles extrêmement vite, mais néanmoins, il faut les acquérir en permanence. Et la deuxième conséquence, c'est qu'on peut capitaliser sur un autre type de compétences, les fameuses soft skills, les compétences de savoir-être, qui, elles, ont le bon goût d'être pérennes. Plus on mûrit, c'est comme le bon vin, plus on mûrit, plus on prend de la maturité, meilleur on devient en agilité, en leadership, en capacité d'apprendre à apprendre, en capacité à transmettre. Et du coup, d'une part, je pense que c'est un moyen de réconcilier les générations. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il y a une fracture générationnelle dans le monde du travail. Les jeunes sont beaucoup empêchés, notamment du fait de la crise du Covid, et ça n'est pas admissible. Ça n'est pas admissible d'avoir 25% de taux de chômage des jeunes en France, alors qu'il y a 8% de taux de chômage de la population active. Il y a vraiment une génération sacrifiée. Mais il y a une deuxième génération sacrifiée à l'autre bout, qui sont les plus de 50. L'âge moyen, l'âge médian dans l'entreprise, c'est 41 ans. On va travailler jusqu'à 62 ans, donc ça pose quand même un peu question. L'âge médian dans la tech, qui est le secteur qui recrute le plus, c'est 31 ans. Qu'est-ce qu'on propose aux plus de 50, qu'est-ce qu'on propose? Après, en plus, il y a des gens qui ont la double peine. Femmes, plus de 45 ans, c'est pas évident dans le monde du travail. Donc, il y a un vrai défi à ce niveau-là. Et qu'est-ce que tu penses justement, tu parlais du Covid, en quoi ça a accéléré en fait ce phénomène, et quelles conséquences spécifiques ça a eu, tu penses? Ça a accéléré déjà parce que ça a forcé les entreprises à se digitaliser. Je pense que tu as vu cette blague qui traînait sur les réseaux sociaux. Qui a conduit la transformation digitale de votre entreprise? Le CEO, le CTO ou le Covid-19? Ça, c'est la première chose. On est beaucoup de salariés du tertiaire ont appris à télétravailler, et on a vu qu'on pouvait télétravailler à l'échelle. Alors, pas sur tous les métiers, et c'est pas forcément bon de télétravailler en permanence et à distance, mais en tout cas, on a vu ça. Et surtout, je pense que le Covid nous a appris à être résilients. On est dans une crise, mais une crise qui dure 1 an et demi ou peut-être 2 ans. C'est plus une crise, c'est un nouvel état. Donc, il y a une réalité, je pense, là-dessus à prendre en compte. On reviendra pas au monde d'avant. Je ne sais pas ce que sera le monde d'après, je ne sais pas quand est-ce qu'on y sera, parce que là, on se prend quand même, on enregistre en pleine 4e vague. Oui, on est encore en gestion de crise, là. On est encore en gestion de crise. Donc, le sujet, c'est que même si on est encore en gestion de crise, ça fait 18 mois, 2 ans qu'on y est. Il y a un moment, il faut qu'on passe à un nouvel état. Comment on redonne de l'espoir aux gens? Comment est-ce qu'on continue d'avancer? Comment est-ce qu'on continue de produire des choses dans le bazar ambiant, dans la crise ambiante, à la fois sanitaire, mais aussi financière, crise du travail. C'est parce qu'on parle d'abord quand même de la santé des gens. Et du bien-être. Et du bien-être des gens, tout à fait. Et du bien-être, tu as raison. Ouais. Alors, grâce à toute cette analyse, en fait, tu as recensé, dessiné, projeté les métiers du futur. Alors, avant que tu les décrives, moi, j'aimerais bien déjà qu'on se pose la question de comment on peut définir un métier du futur. Est-ce qu'il y a des critères communs qui te permettent de dire que tel ou tel métier sera un métier du futur? Et surtout, est-ce que ça exclut des métiers, je pense comme ça, à l'artisanat? Alors, ça n'exclut pas de métier. En tout cas, j'essaie de ne pas être excluante. Le critère commun, c'est l'automatisation.
On en a parlé tout à l'heure, la moitié des heures automatisables. Un métier du futur, c'est un métier qui n'est pas automatisable. C'est ça que démontre aussi l'anecdote du CHUMA au Canada. Et donc concrètement, un métier non automatisable, ça peut être plein de choses. On a automatisé aujourd'hui le métier de trader. Un tiers des traders a disparu à la City en 5 ans, remplacé par des algorithmes. Donc c'est un métier très qualifié. On automatise le métier d'hôte ou d'hôtesse de caisse. Aujourd'hui, on scanne nos articles nous-mêmes et on a beaucoup moins besoin d'hôtes et d'hôtesses de caisse en caisse. Ça ne veut pas dire qu'il faut exclure ces gens-là du marché du travail. Peut-être qu'on pourrait les remettre dans les rayons à faire un peu plus de conseils clients. Ça permettrait de donner de la valeur ajoutée au fait de se déplacer dans un magasin plutôt que de faire du e-commerce. Je pense que toute personne qui a erré dans une boutique de bricolage en cherchant la bonne vis voit de quoi je parle. Donc on manque de gens pour s'occuper de nos enfants, on manque de gens pour s'occuper de nos aînés, on manque de gens pour s'occuper de nos clients. Donc ça n'exclut rien. Et par rapport à ta question sur l'artisanat, je pense résolument que l'artisanat n'est pas automatisable et donc est clairement un métier du futur. Tu vois, je porte un collier aujourd'hui que j'ai acheté hier, qui m'a fait très plaisir, que j'ai acheté chez Mathilde Mamuse. Alors oui, je l'ai découvert c'est une bijoutière qui fait des choses d'artisanat d'art sur mesure. Je l'ai découverte par Instagram, mais elle est dans le geste. Elle a un atelier dans Paris, rue Lauriston. Elle sertit des pierres avec une machine. Elle est vraiment dans un artisanat, dans du sur mesure. Elle crée les boucles d'oreilles que je porte aujourd'hui, que mon mari m'a très gentiment offert pour mon anniversaire. Donc non, l'artisanat est un métier du futur. Mais c'est ça que je trouve très intéressant là. On vient de faire toute une palette et ton exemple de trader, moi, il m'intéresse énormément parce qu'on a souvent tendance à penser que l'automatisation va détruire des emplois peu qualifiés. Là où on se dit aussi que c'est ces mêmes personnes qui ont peut-être moins de diplômes et donc moins de capacité d'agilité. Et là où je trouve ça très intéressant, c'est que les traders sont justement des emplois très qualifiés et eux-mêmes sont soumis à un gros changement. Les traders, les avocats, les journalistes. Donc, en fait, ça touche tout le monde. Et ça, c'est vrai que c'est une idée reçue qui est pas forcément évidente. Et après, je sais pas si les gens moins qualifiés sont moins agiles ou moins diplômés. Enfin, le sujet, c'est qu'ils sont, je pense, surtout moins au courant. Ils sont plus facilement déconnectés. Donc, ils voient peut-être moins facilement le changement arriver. Et c'est pour ça, moi, que je fais des podcasts, que j'écris des bouquins, que je fais des conférences, que j'ai un observatoire. C'est pour essayer d'impacter le plus grand nombre, d'envoyer ce message positif, parce que ça concerne tout le monde et il faut essayer de faire ces changements-là avant qu'il y ait de la casse sociale. Quand il y a un licenciement, quand il y a un plan social, c'est quelque part trop tard. Donc, comment est-ce qu'on intervient avant? Comment est-ce qu'on aide avant? Comment est-ce qu'on ouvre les chakras avant? C'est vraiment ça le but du jeu. Génial. Alors, tu classes en 3 catégories les métiers du futur. Est-ce que tu peux nous les décrire, ces 3 catégories? Est-ce que tu peux nous citer juste un exemple de chaque métier pour qu'on essaye de se projeter, en fait, Alors, les 3 différences? Les 3 catégories, ça va être en fonction du degré d'automatisation. Première catégorie, les métiers en évolution, des métiers qui existent déjà et qui sont partiellement automatisables. Et l'exemple que je te citerai, c'est celui d'avocat augmenté. L'avocat, il peut automatiser 2 tâches, que sont la rédaction d'actes standardisés et la recherche documentaire. Et ça change tout, parce qu'il vend plus son temps à l'heure, il vend son temps au forfait, et ça rend les métiers du droit et la défense beaucoup plus accessibles. Deuxième univers, c'est les univers en révolution. Révolution de la Smart City, révolution de la création, révolution de l'entrepreneuriat, de la fonction publique et du management. Et donc, je te citerai un seul métier, qui est celui de neuromanager, ou comment est-ce que les neurosciences peuvent changer notre façon d'embarquer des équipes, de gérer les émotions d'une équipe, de faire grandir et de transformer une équipe, parce que ce qu'on comprend mieux de la plasticité du cerveau permet au manager d'être neuro-amical et de s'adapter à son équipe et donc de conduire le changement. Et le dernier type, c'est les métiers d'innovation radicale, donc des métiers qui n'existent pas du tout encore, ou très peu. Et là, mon métier chouchou, c'est le métier d'éducateur de robots ou d'éducateur d'algorithmes. Et là, l'idée, c'est de se dire comment on oriente un algorithme, comment est-ce qu'on structure sa base pour qu'elle ne soit pas biaisée, comment est-ce qu'on fait en sorte de ne pas enfermer les choses, parce qu'il faut quand même avoir conscience que l'intelligence artificielle ne peut pas tout, qu'elle se base sur des données qui ne modélisent que le passé. Donc en fait, c'est très puissant à très grande échelle, mais c'est souvent très focusé sur un seul sujet. Donc comment est-ce que on contrôle tout ça? Qu'est-ce qu'on accepte de la part d'un objet connecté? Est-ce qu'il a le droit de nous enregistrer? Est-ce qu'on laisse une personne s'attacher à un robot, comme c'est le cas notamment au Japon? Au Japon, il y a un créateur de robots qui a souhaité épouser sa créature. Les robots s'occupent de personnes âgées au Japon. Est-ce qu'on peut laisser un sentiment d'attachement se créer?
ça pose plein de questions et plein de défis en partie éthiques, et c'est tout ça que gère l'éducateur de robots. Donc c'est beaucoup de choses que gère notamment Victoria, que j'ai interrogée. En fait, elle travaille à la NASA. C'est une jeune Française, elle a 25 ans quand même, et elle a la tête en fait de tout le projet d'intelligence artificielle et de machine learning des robots qui partiront sur Mars et sur Titan. Top. Et donc elle se pose toutes ces questions-là en fait de justement comment elle peut aider en fait les scientifiques qui resteront sur Terre pour leur permettre, en fait, via des algorithmes, d'aller plus vite dans l'analyse de leurs données, parce qu'il y aura très peu de communication possible avec Titan. Donc c'est exactement tout ça. Et un des autres boulots en fait, qu'elle doit gérer, c'est la détection d'autres formes de vie. Et donc forcément, d'autres formes de vie, ça te pose des questions qui sont bien plus globales en fait, que des algorithmes. C'est aussi au niveau de l'éthique, au niveau de qu'est-ce qu'une forme de vie, qu'est-ce qu'on entend par une forme de vie. Donc tout ça fait vachement écho à ce que tout ce que Victoria m'a raconté. Donc super métier, mais totalement fascinant. Écoute, tu me fais envie. Je n'ai pas encore écouté cet épisode Shame of Me. Je sais donc ce que je fais aujourd'hui. Parfait, je t'invite. C'est vraiment un super interview. Alors, quelles seront les qualités, tu penses? Alors moi, je pense en fait à toutes les personnes qui vont nous écouter, que ce soit à tous les âges, des ados, mais aussi leurs parents, et puis aussi les personnes en reconversion, et qui se demandent, ok, mais face à finalement cet environnement qui est hyper mouvant, qui est parfois un petit peu anxiogène en fait, qu'est-ce que je me donne comme arme? Quelles sont les qualités indispensables, tu vois, pour garantir, alors garantir c'est un grand mot, mais ton employabilité à vie, en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'entreprise de l'autre côté? Alors en tant qu'individu, je pense qu'il y a 3 qualités. La première, c'est l'agilité. Notamment l'agilité du réseau. Quand on a besoin d'être employé toute sa vie, et quand on veut être employable à vie, faut construire un réseau. Si possible, pas que dans sa boîte actuelle. Donc le nourrir au fur et à mesure. Et je parle pas que d'un réseau digital. Je parle aussi du fait de prendre des cafés avec des gens, de rencontrer d'autres personnes et d'y consacrer du temps. Donc l'agilité, la capacité d'apprendre à apprendre, cette fameuse curiosité, c'est le fait de se rencarder, d'apprendre tout le temps. J'étais comme ça, je suis comme ça aussi. Je pense que voilà, c'est ce qui nous anime et c'est pour ça qu'on fait des podcasts. Et enfin, la prise en compte de la diversité. Moi, je suis très attachée à ça. Je parle bien de toutes les diversités, genre, génération, handicap, orientation sexuelle et origine sociale et culturelle. Et effectivement, cette prise en compte-là, elle est absolument indispensable. Et c'est aussi un moyen de se préparer au métier du futur, en choisissant, entre guillemets, peut-être un employeur ou un métier où tous les gens ne seront pas monochromes et mono-origine dans le jury ou en montant les équipes qui soient le plus diverses possible. Ça, c'est côté individu. Côté entreprise, je pense qu'il faut avoir beaucoup plus de flexibilité et penser les métiers du futur non pas comme un process mais comme une finalité. Et du coup de se dire, si je regarde la finalité, quand je réfléchis le futur du métier de mon entreprise, qu'est-ce que j'internalise ? Qu'est-ce que j'externalise? Où est ma compétence clé? Qu'est-ce que je dois garder absolument? Qu'est-ce que je peux déléguer? Comment est-ce que je gère les forces vives de l'entreprise? Les salariés, mais aussi les freelances, toutes les parties prenantes, les syndicats, les clients. Comment je pense ça de manière globale? Comment est-ce que je fais de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences pour mes collaborateurs de manière prospective? Comment est-ce que fluidement je permets aux collaborateurs peut-être de passer du salariat à l'entrepreneuriat, au salariat? Je crois pas beaucoup au CDI pour toute une vie, j'y crois plus. Mais c'est pas forcément facile de faire ces changements-là que moi j'ai eu la chance de faire. Donc comment est-ce qu'on accompagne tout ça à l'échelle? Et là, les pouvoirs publics et l'entreprise ont aussi un rôle à gérer. Alors c'est vrai que ça nécessite beaucoup d'agilité. Je crois que c'est aussi un point commun qu'on a, c'est d'avoir beaucoup bougé, d'avoir fait plusieurs postes et également de s'être testé au monde du salariat et au monde de l'entrepreneuriat. Mais je pense que c'est cette agilité qui donne toute sa force. Alors comment aussi les entreprises qui sont dans des secteurs en pénurie, il y en a beaucoup et pas forcément que l'hôtellerie. J'écoutais aussi ton épisode sur la cybersécurité. On sait que c'est un secteur d'activité qui est en très très forte pénurie, beaucoup de besoins en fait de candidats. Alors comment ces entreprises-là, elles peuvent attirer plus de candidats? En donnant du sens, je pense. C'est vraiment, alors comme tu dis, il y a beaucoup de pénuries. Tu parlais de la cybersécurité. Il y a aussi déjà tous les métiers du numérique. Il y a 80 000 postes non pourvus en France chaque année dans les secteurs du numérique, qui est le premier secteur qui recrute. C'est un énorme gâchis. Il manque 900 000 codeurs à l'échelle européenne, donc il y a un peu de taf. Je pense que c'est en donnant du sens, parce que sur ces métiers en pénurie, du coup, c'est clairement le candidat qui choisit où est-ce qu'il a envie d'aller travailler. Et il va pas choisir parce qu'il va être mieux payé ou parce qu'il y aura un baby-foot.
c'est pas tellement ça le sujet. Il va choisir parce que la mission de l'entreprise l'interpelle, parce que il s'y reconnaît. Toutes les générations ont besoin de sens, pas que les jeunes, pas que les gens en midlife shift, enfin voilà, la fameuse crise du milieu de vie. Et en fait, le fait de définir la mission de chaque emploi et la mission de chaque entreprise, et du coup de permettre à la personne qu'on recrute de s'inscrire dans une mission d'entreprise qui est hyper claire et derrière de comprendre en quoi son job va contribuer à cette mission, c'est essentiel. Et je pense que la loi Pacte en 2019, en créant le statut d'entreprise à mission, est une énorme avancée très positive dans cette direction-là. Et alors, comment les autres acteurs, alors je pense notamment aux partenaires sociaux, tu penses doivent évoluer pour faire face à cette situation et qui finalement, quand tu parles de sauvegarde d'employabilité à vie, on sauvegarde plus les gens que les emplois et ça c'est une mécanique qui est très différente de leur vision d'aujourd'hui. On est d'accord, alors je vais dire devrait évoluer, ça a évité de m'en prendre plein les dents sur Twitter. Je respecte les syndicats, je respecte la liberté d'opinion, la liberté syndicale, mais je pense quand même que certains syndicats, pas tous, gagneraient effectivement à raisonner plus à un niveau individu, personne, qu'à un niveau emploi et métier. Ça n'est pas grave si un emploi et si un métier disparaît. Il y a des métiers qui apparaissent, il y a des métiers qui disparaissent. C'est juste la vie. Il n'y a plus de liftier dans les ascenseurs, on appuie nous-mêmes sur le bouton. C'est pas grave, c'est très bien comme ça. C'était pas aussi un métier hyper palpitant. Ce qui est dramatique, c'est quand on ne protège pas et quand on n'aide pas à se reconvertir les gens qui sont concernés. Et c'est pour ça qu'il faut en parler dans cet épisode sur la reconversion. Et c'est cette phrase que tu as dite qui est de Yuval Noah Harari et que je cite aussi dans mon nouveau livre, c'est « Il faut protéger les gens ». Pas les emplois, c'est les gens. Et effectivement, pour protéger les gens, ça veut dire quoi ? Ça veut dire anticiper, ça veut dire permettre de faire des ponts entre des entreprises qui décrutent et des entreprises qui recrutent, sans forcément passer par la case PSE, lutte armée, grève, etc. Et encore une fois, je respecte le droit de grève, mais dans certains cas, oui, il y a des métiers qui meurent. On a eu la discussion il n'y a pas très longtemps avec certains journalistes par rapport à la disparition du métier de fondeur. Il faut savoir que l'industrie automobile a perdu 150 000 emplois en 15 ans, qu'il faut aujourd'hui 3 personnes pour faire un véhicule électrique, là où il en fallait 5 pour faire un véhicule thermique, et tant mieux si on fait des véhicules électriques qui sont a priori meilleurs pour la planète. Il y a beaucoup moins d'acier dans un véhicule électrique parce qu'il est plus léger, il y a plus de plastique, donc concrètement on a moins besoin de fondeurs. Mais sur ces mêmes bassins d'emploi, parce qu'il y avait une usine qui fermait en Bretagne, il y a une autre usine qui recrute à fond, qui est Naval Group, qui bizarrement a besoin à fond de chaudronniers et de soudeurs. Et quand on regarde sur Pôle emploi, des postes de fondeurs ouverts sur l'ensemble de la France, il y en a 300, des postes de chaudronniers, il y en a 7 000, des postes de soudeurs, il y en a 10 000. Je ne suis pas experte de la chaudronnerie, de la souderie et de la fonderie, mais on se dit quand même que sur le même bassin d'emploi, il y a peut-être des reconversions possibles à faire pour aller mettre des gens dont le métier disparaît vers des univers en tension. Tout le monde ne deviendra pas codeur, tout le monde n'a pas envie d'être codeur, mais l'exemple, il marche sur plein de sujets parce que des chaudronniers et des soudeurs, c'est aussi des métiers du futur et on en manque. Tant pis si la fonderie disparaît, c'est pas très grave, il y en aura toujours besoin un peu, mais moins, aidons les gens à faire autre chose. Et c'est là où il faut protéger les gens plus que les emplois. Et effectivement, pour en revenir à l'exemple syndical, parce que là, ça avait généré un parti pris syndical assez fort, je pense qu'effectivement, les syndicats gagneraient à avoir, dans certains cas, dans certaines conditions, dans le respect des salariés, une vision un peu plus macro et moins arc-boutier. Et encore une fois, je respecte le droit de grève et je respecte les syndicats. Je vais me faire non. Je vais me faire troller sur Twitter. Tu étais très soft. Alors, c'est vrai que, moi, de tout ce que tu dis là actuellement, ce que je retiens, en fait, c'est qu'on parle vraiment de curiosité, d'agilité, d'ouverture au monde. Et ça va être ça, vraiment, les gros points qui nous permettront, les armes essentielles qui nous permettront de suivre les évolutions différentes et puis de rester sur le haut de la vague. Il y a un acteur qui est super important dans tout ça, c'est l'éducation. Comment l'éducation peut faire en sorte d'accompagner ce mouvement, et notamment par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'obsolescence. Comment, quand tu vois qu'une obsolescence technique de savoir-faire est obsolète en 12-18 mois, alors qu'un programme d'éducation est monté en peut-être 5 ans, le temps d'être homologué. Comment on peut retrouver cette agilité aussi dans le monde de l'éducation ? En changeant les homologations des programmes, justement. Open Classrooms y a beaucoup contribué. Donc je rends hommage à Open Classrooms, à Mathieu Nebra et à Pierre Dubuc à ce niveau-là, parce qu'aujourd'hui, il y a 2 ans, quand on faisait un parcours sur Open Classrooms, c'était pas forcément un parcours diplômant, c'était pas forcément reconnu au RNPC,
HSBC, et ils ont réussi ce tour de force qui est unique en Europe aujourd'hui, que nous envient d'autres pays qui sont en train de regarder s'ils peuvent le faire, de faire homologuer beaucoup plus vite des parcours de formation intégralement à distance, qui du coup permettent d'être diplômés beaucoup plus vite avec quelque chose qui est reconnu. Il y a aussi des formations courtes qui permettent de se reconvertir. Je pense au Wagon qui apprend à coder en 9 semaines. Je pense à la formation Rebond chez Maria Schools qui permet d'accéder à des métiers du digital. Maria Schools, c'est une école formidable qui travaille sur l'employabilité à vie, elle aussi. Je salue Agnès Salazar et Annabelle Bignon au micro de ce podcast. Donc il y a beaucoup de choses qui existent, qui peuvent être des choses... un métier du futur ou une formation du futur, c'est pas forcément s'arrêter 5 ans de bosser pour se reformer. Très peu de gens en ont les moyens, même si la formation elle est prise en charge par Pôle emploi quand on se forme, on n'est pas rémunéré, donc parfois c'est aller plus vite. Mais du coup, effectivement, ça ne peut pas être fait qu'avec des formations longues. Et je pense que la formation longue, elle doit être plutôt en début de vie et plutôt sur la formation, on va dire, dite initiale, et que les parcours de reconversion doivent être, dans la mesure du possible, plus courts, parce qu'on n'a pas toujours les moyens de financer 1 an de formation à mi-carrière. Ils le font dans l'armée, mais Pôle emploi n'a pas toujours les moyens de le financer, et surtout à titre perso, quand on n'est pas rémunéré pendant 1 an, ça pose un problème. C'est un vrai problème. Et je dirais que si on remonte même au niveau du collège et du lycée, moi, ce que je rajouterais à ça, c'est qu'en fait, comment rajouter un peu plus de cours ou d'apprentissage sur le savoir-être aussi. Même quand on est jeune, c'est vrai qu'on nous apprend beaucoup le savoir-faire, mais le savoir-être, c'est apprendre à se connaître, apprendre à se tester, apprendre à aller vers les autres, apprendre à découvrir le monde qui nous attend demain. Je trouve que ça serait super. Alors, tu diriges à la fois un observatoire, un bouquin, tu as rédigé 2 livres, tu fais des conférences, tu réalises un podcast. En fait, pourquoi tous ces canaux et qu'est-ce qui t'apporte chacun Alors, tu parlais de temporalité tout à l'heure, mais qu'est-ce qui t'apporte chacun dans ta maîtrise et ton expertise aujourd'hui ? Alors, ils sont très complémentaires, ces canaux, effectivement. Alors déjà, ils ont, comme tu l'as dit, des temporalités différentes, donc ça me permet de gérer. Un bouquin, c'est 1 fois tous les 2 ans. Un podcast, c'est toutes les semaines. L'observatoire, on sort un livre blanc tous les 6 mois. L'un nourrit l'autre. Ils ont un point commun, tous ces canaux, c'est des canaux de rencontre. Chacun de mes livres, je publie pas des romans, je sais pas écrire un roman. Je publie des livres business avec des fiches métiers qui sont basés que sur de l'expérience terrain, donc sur des interviews et des gens que je vais rencontrer. Le podcast, je le fais pour rencontrer. L'Observatoire des métiers du futur, nous le faisons pour avoir un impact positif, et nous nous basons sur des interviews d'experts et sur des interviews quantitatives d'actifs et d'étudiants. Donc à chaque fois, c'est une logique de rencontre, et vraiment, ce qui m'apporte, c'est que l'un nourrit l'autre. Donc je vais peut-être te donner la finalité de chacun. Le livre, je le fais pour avoir du fond, de la réflexion à long terme, pour avoir de l'impact et pour poser mes idées. Le podcast, je le fais pour rencontrer en face à face. Je n'enregistre quasiment jamais à distance. Du coup, ça remet de la régularité. Et l'Observatoire des métiers du futur, je le fais parce que j'avais envie d'un collectif, et je le fais surtout parce qu'il y a un manque. Il y a 135 observatoires des métiers en France. C'est une obligation de convention collective, de branche. Ils sont tous bien rangés verticalement, bien en silo, et ils regardent tous le passé. Il n'y avait rien qui regardait devant en transversal. Ça m'a chauffé, il n'y a pas d'autre mot, ça m'a chauffé. Et donc, je m'en suis aperçue parce que quand j'ai écrit Les métiers du futur, je passais ma vie, et ce que j'ai continué à faire là, j'ai cité McKinsey. Je passais ma vie à citer McKinsey et Deloitte. Je me suis dit, c'est pas possible qu'on soit obligé de prendre des chiffres sans doute très pertinents d'instituts US. On est peut-être capable de sortir un truc nous-mêmes. Et comme ça n'existait pas, je l'ai créé, je l'ai financé avec un KissKissBankBank, qui m'a permis, au départ, je m'étais dit, c'est un thermomètre, je vais tester si l'idée est intelligente. Ça m'a surtout permis de faire le casting, c'est-à-dire que beaucoup de gens dans mon réseau, des gens parfois très proches, des gens parfois très éloignés, à qui j'aurais pas pensé de faire appel, m'ont appelé, m'ont dit, on veut en être. Donc un avocat en droit social qui m'a accompagné dans plusieurs négociations dans ma vie, en est le trésorier. Les cofondateurs de Boosters, qui est une start-up qui fait de l'automatisation de la gestion de compétences et de la digitalisation de gestion de la GPEC, sont respectivement le vice-président et administrateur. J'ai mis des vrais matheux dans l'histoire qui ont des PhD. J'ai embarqué Stéphanie Fraise, qui est la VP HR de Blablacar. On est très divers. Il y a des gens du monde de l'entreprise, il y a des gens, des indépendants, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Le plus jeune est un geek qui vit à Bordeaux, que je connaissais pas, qui m'a appelé, qui m'a contacté par LinkedIn, qui m'a dit je veux en être. Heureusement qu'on a un geek, heureusement qu'on a un millénial, qui est aussi dans le comité scientifique et qui amène de la rigueur. Il y a justement Agnès Salazar de Maria Schools. Il y a plein de gens, je sais que j'en oublie plein. Il y a David Lacomblaine de la Villa Numéris qui amène de la vision politique. Enfin, ça,
Ça se nourrit l'un l'autre et ce collectif-là, du coup, il a de l'impact. On a quand même été appelé par le bureau prospective à Bercy, c'est canon. J'avais l'impression d'être Covid tracker et du coup ils prennent en compte nos travaux, donc c'est chouette. On est tous bénévoles. On se finance aujourd'hui par des honoraires de conférence. Quand la conférence arrive par l'Observatoire des métiers du futur, je rends 50% de mes honoraires à l'Observatoire. C'est pas du tout optimisé fiscalement. C'est pas grave, parce que du coup, ça nous permet d'être indépendants. On fait aussi des ateliers en entreprise ou auprès d'institutions. On en a fait un auprès de la ville de Paris. Donc c'est ça qui nous finance. Mais du coup, on n'accepte pas aujourd'hui d'avoir une contribution d'entreprise en échange d'un logo et d'un droit de regard sur notre livre blanc. C'est notre choix, parce qu'on veut être très indépendant, libre de ce qu'on écrit, et ce qu'on écrit est toujours basé sur des témoignages qualitatifs et quantitatifs fiables, ce qui permet de documenter à notre humble et modeste mesure ces changements du travail. Et alors, qu'est-ce que tous ces éléments-là t'apportent au quotidien dans l'exercice de ton activité principale ? De la vision et du réseau. C'est pas mal, ça. C'est canon, mais l'un nourrit l'autre. Moi, ça nourrit ma vision, ça nourrit mon réseau. C'est, je pense, très vertueux. Et du coup, ça s'entremêle sans que j'aime fatiguer. J'avoue que je ressens la même chose aussi au travers de mon podcast, donc c'est super. Alors, justement, on parle de mon podcast. Je t'avais demandé de te prêter au jeu d'écouter un des épisodes du podcast pour nous aider, en fait, si tu veux, au travers de ta propre expérience, de ta propre expertise, à le décrypter et du coup en tirer un peu des leçons générales. Alors, quel épisode as-tu choisi et est-ce que tu peux nous expliquer pour quelles raisons ? Alors, j'ai choisi l'épisode avec Laura, qui est instructrice d'astronaute. Déjà parce que je connaissais pas ce métier, parce que je rêve d'avoir Thomas Pesquet au micro de l'Observatoire. Laura, si tu nous entends. Voilà, Laura, j'aimerais s'il te plaît avoir Thomas Pesquet au micro du podcast Les métiers du futur. Bisous Laura, merci Laura. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cet épisode, parce que je l'ai trouvé fabuleux aussi. C'est une femme qui a une détermination de ouf. Elle travaille à Cologne, elle est aussi directrice de la simulation, donc elle a un job qui est formidable, inspirant, de très haute responsabilité, tout en étant d'une modestie dingue. De dingue. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Laura. Alors qu'est-ce qui t'a marqué dans son témoignage ? Je pense d'abord c'est son parcours personnel. Sa capacité à sortir de sa zone de confort, on en parlait tout à l'heure, je ne sais plus si c'était hors antenne ou à l'antenne, tu vois, ça se mélange un peu dans ma tête. Mais en tout cas, à sortir de sa zone de confort, elle explique à un moment qu'elle part au Japon, elle n'a jamais pris l'avion avant, elle a incroyable. 21 ou 22 ans, c'est incroyable. Donc c'est vraiment ça, moi, qui m'a marqué et qui m'a inspirée, c'est sa capacité à oser. Et l'autre partie du témoignage que je trouve très marquante, c'est le fait que tout ce travail de préparation est un travail d'équipe et qu'elle explique vraiment à quel point les nombreuses personnes au sol contribuent, collaborent entre elles au sujet de un astronaute qui effectivement prend beaucoup la lumière. Et ça aussi, j'ai trouvé ça vraiment très, très, très marquant. Et c'est ça qui m'avait intéressée dans le fait d'inviter Laura, c'est que c'est des métiers de l'ombre, sans qui les astronautes, qui sont des vrais héros nationaux, ne pourraient pas briller. Et puis c'est une femme, et donc elle s'est fixée à aucun moment dans sa carrière de barrière. Alors quelles sont les leçons qui te paraissent justement importantes ? Et donc c'est vraiment des leçons génériques à appliquer à toutes les personnes qui cherchent à s'inspirer dans leur voie d'orientation ou de reconversion. Je dirais le fait qu'on apprend toute sa vie. Et l'exemple qu'elle donne, c'est elle dit les astronautes, ils sont surqualifiés, surdiplômés, tous pilotes de chasse ou pilotes commerciaux, ce qui était le cas de Thomas Pesquet. Et en fait, quand ils sont sélectionnés dans le programme par l'ESA, ils retournent à l'école, ils apprennent le russe, ils apprennent à apprendre, ils apprennent à faire des points de suture dans l'espace. Et en fait, du coup, elle parle de la préparation initiale puis de la préparation avancée. Et en fait, elle montre à quel point ils doivent se reformer alors qu'ils ont un niveau de ouf. Donc ça aussi, en fait, elle montre l'envers du décor, l'humilité et le niveau d'adaptabilité qui est nécessaire de la part d'un astronaute. Et ça, je trouve que c'est vraiment une leçon qui s'applique à tout. Je l'avais un peu découvert parce que j'ai lu dans La combi de Thomas Pesquet, que je recommande à tous, qui est drôle et qui montre aussi cette histoire-là avec beaucoup d'humour et justement à toutes les générations, parce que ça se met dans les mains d'un petit garçon ou d'une petite fille de 10 ans. On peut aussi avoir des filles astronautes. Exactement. Et ça, c'est hyper important. Tu parlais des croyances limitantes et Laura le dit très, très bien. Donc voilà, ouais, apprenez à apprendre. C'est ça la qualité la plus importante, je pense. Pour la petite histoire, Victoria, donc, qui travaille à la NASA, vient de concourir pour devenir astronaute. Trop bien. Et qui est vraiment la passion de sa vie. Et elle, depuis toute petite, elle veut être dans le spatial. Et donc, elle a construit tout un programme, un parcours qui est incroyable de cohérence, mais j'espère de diversité. Qu'elle l'aura. Moi aussi, j'espère franchement. Et je ne sais pas qui je suis pour le dire, mais elle le mérite. Quelle question aurais-tu aimé lui poser, en fait ? De quoi êtes-vous le plus fier ? Ok. À l'occasion, je reposerai la question avec grand plaisir. Alors, en conclusion, petite question
très courte, mais qui m'amuse toujours à poser. Tu viens d'être nommée ministre de l'Éducation et de l'Orientation. Quelle est la première mesure que tu prends ? Je systématise l'apprentissage dans le parcours scolaire. Il y a aujourd'hui une vraie fracture entre les jeunes et l'entreprise. Pas que à cause du Covid, même si le Covid n'aide pas et que c'est une génération qui est en partie sacrifiée. C'est un scandale d'avoir 25% de taux de chômage des jeunes, là où on a 8% de taux de chômage en France. 8% aussi, c'est scandaleux, mais 25%, c'est scandaleux. En Allemagne, en Autriche, en Suisse, on est à 5% de taux de chômage et le taux de chômage des jeunes est à 5,6%. Parce que l'apprentissage est systématisé, c'est l'une des principales explications de ce taux de chômage des jeunes relativement faible, en tout cas étal par rapport au taux national. Donc c'est vraiment très important. S'il y avait une mesure à prendre, c'est comment est-ce qu'on fait de l'apprentissage de partout. Bon, Isabelle, ministre. Alors tu reçois mon fiston, Tom, de 17 ans, et quel conseil tu lui donnes pour justement l'aider dans sa recherche et plus globalement dans son employabilité à vie ? Eh bien, je lui conseille d'être curieux et de tester des choses. Je ne sais pas quelles sont les envies de ton fiston, mais je lui conseille de se rencarder, de faire des vies ma vie. S'il veut être fleuriste, d'aller taper à la porte du fleuriste de ton quartier et lui dire, voilà, j'aimerais faire gratuitement des bouquets de fleurs pendant une semaine et voir ce que c'est. S'il veut être avocat, d'aller faire des comparutions immédiates parce que les cabinets, les prétoires et les cours de justice sont ouverts. C'est ce que tu as fait avec ton fils, Complètement, je crois. c'est ce que j'ai fait avec mon fils. Mon fils voulait être avocat. Là, maintenant, je crois qu'il veut être politologue ou assistant parlementaire. Et là, du coup, en ce moment, il tient un blog qui s'appelle Avenir Politique. Génial. Voilà, il a des députés abonnés à son Twitter, donc c'est très rigolo. Mais effectivement, et du coup, lui, il se documente en passant son temps à regarder les débats sur l'Assemblée nationale et en écrivant des choses. Donc, ouais, sois curieux, Tom, et ne te mets aucune barrière. Ouais, mais dans ce que tu dis et l'exemple de ton fils, ce que je trouve super intéressant, c'est que tu vas au-delà de la curiosité, c'est que tu te confrontes. C'est que tu y vas et tu testes et tu fais. Tout à fait. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et c'est pas grave. Il voulait être paysagiste. Après, il voulait être avocat. Là, maintenant, il veut faire Sciences Po et être assistant parlementaire. Ok, donc c'est très, très différent. Je sais pas ce qu'il fera au final. J'espère juste qu'il sera très heureux. Ouais, mais le tout, c'est qu'il teste et je trouve ça super. Exactement. Qu'il sauve cette liberté. Exactement. Et je vais parler de mon deuxième fils qui, lui, veut être architecte et construire des maisons écologiques qui rendent les gens heureux. Génial. Et lui, du coup, alors il est beaucoup plus jeune, il a 12 ans. Et concrètement, on laisse libre cours à sa créativité. Il a des Playmobil de partout. Il construit des villes en Playmobil de partout. Ça me saoule parce que j'ai des Playmobil de partout. Je marche dessus, il y a de la poussière dessus. Mais voilà, si c'est ça qui le rend heureux et si c'est comme ça qu'il arrive à projeter ce qu'il va construire, et ben qu'il construit et qu'il vive dans sa ville. J'essaie juste de stocker que les Playmobil soient juste dans sa chambre. Et pas dans le salon. Et pas dans le salon, il est limité à une pièce. Mais voilà, je pense que c'est important. Sois curieux aussi. Et il est très curieux, il est très imaginatif. Il prend le sujet par un autre bout. Il est plus jeune, donc c'est un peu tôt pour l'envoyer en stage chez un architecte à 12 ans. Mais néanmoins, voilà, c'est comment on ouvre cette porte-là et puis lui transmettre le message que tout est possible, qu'il peut changer la vie, mais que s'il veut construire des maisons qui rendent les gens heureux, il va y arriver. Il rencontrera ma fille parce qu'elle va être décoratrice d'intérieur, comme ça ils vont monter un business. Avec plaisir. Et alors à moi, sa maman, tu lui dirais quoi ? Ouh. De gentil, hein. Continue, tu déchires. Super, ça me va, je prends. Alors, est-ce que tu as des livres, des podcasts ou toute autre source à conseiller à toutes ces personnes-là, ados, à leurs parents, aux adultes en quête d'orientation ? Alors, j'ai une pelle de podcasts à conseiller. Je suis une podcast bingeuse. Alors, le premier, c'est Découvre, ose et deviens. Je ne connais pas. C'est un super podcast. Il y a Objectif Future of Work de Vincent Lebuntel. Il y a Le Gagne-Pain de Bertrand Jonquois. Il y a Happy Boulot de Laure Closier. Donc, il y a plein de podcasts sur le travail, les métiers du futur d'Isabelle Rouen. Non, je ne vais pas m'auto-citer. Je t'aurais cité sinon. Mais voilà, il y a plein de choses. Et sur les livres, j'ai envie d'en citer deux. J'ai envie de citer le livre de l'amiral Loïc Finaz, qui s'appelle La liberté du commandement, et qui, je trouve, est très intéressant sur cette vision du dirigeant, du manager, des risques qu'il faut savoir prendre, parce que c'est vrai que ça peut faire peur et que ça peut être risqué. Et il l'explique très, très bien. Et j'ai aussi les livres d'Emmanuel Joseph Dailly, que je salue, qui est une anthropologue formidable, qui a écrit et publié plusieurs livres. Un qui s'appelle notamment Les talents cachés de votre cerveau au travail, publié chez Erol, qui fait beaucoup d'articles très pertinents dans la Harvard Business Review, qui sort un livre là au mois de septembre, toujours chez Erol. Donc voilà, je ne peux que recommander de lire et d'écouter tout ça. Et tu sais, au travers de tout ton parcours de cet épisode-là, je suis en train de me dire que les 3 mots que j'ai choisis de découvre, ose et deviens, ils collent quand même vachement bien à tous les conseils que tu donnes. Merci, ça me touche beaucoup. Alors, si on veut suivre ton actualité, te contacter évidemment, on fait comment ? On va sur LinkedIn. Tout simple, c'est efficace, c'est simple. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Exactement.
Et c'est parfait. Alors, pour conserver l'idée de passage de flambeau, tu sais que j'ai instauré dans mon podcast, tu me conseillerais d'interroger quel autre type d'expert autour de ces sujets, justement, l'orientation et la reconversion? Emmanuel Joseph Dailly. Ah, dont tu viens de me parler. Exactement. Parfait. Je fais le mail de mise en relation dès que tu coupes le micro. Génial. Bon, on va tout de suite couper alors. Écoute, un grand merci Isabelle et je te dis à très très vite. À très vite. Merci Julie. Au revoir Isabelle. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura autant passionné que moi. Alors je vous invite à très vite dévorer les différents livres écrits par Isabelle Rohan, que sont donc Les métiers du futur et son tout dernier bébé, Emploi 4.0. Et bien sûr, pour écouter son super podcast, Les métiers du futur, il est accessible sur toutes les plus grandes plateformes de podcasts classiques. Si vous voulez donner un petit coup de pouce au podcast et donner de la visibilité à ce super épisode, n'oubliez pas le commentaire sur Apple Podcast. Et puis surtout, s'il vous plaît, faites du bruit. Parlez-en à votre entourage, postez sur les réseaux sociaux, parlez-en à votre voisin journaliste. Bref, s'il vous plaît, aidez-nous à faire voyager le podcast. Allez, à très vite pour un nouveau hors-série d'experts. Et d'ici là, je vous souhaite une très très belle semaine à tous.